Bonsoir. Je propose de commencer. Le quart d'heure et les 20 minutes académiques sont passées. Donc, avant de lancer le sujet du jour, on m'a demandé de rappeler qu'il y a ce week-end, le 24, une manifestation antiraciste. Et donc, ATTAC Bruxelles va de toute façon y participer activement. Et on vous invite tous à vous y joindre. Donc le sujet d'aujourd'hui, le Venezuela, la crise dans laquelle se trouve le Venezuela, mieux comprendre les enjeux et envisager des pistes de sortie, mieux comprendre la situation, éventuellement on pourrait rajouter que faire pour tenter d'enrayer la machine de guerre. Les trois intervenants qui sont à cette table, Paul-Émile Dupré, qui est membre du groupe Gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Jualdo Dominguez, qui est politologue et engagé au CADTM. Alessandra Monens, qui est médecin, militante féministe et membre de Venezuela. Juste. Qui est Venezuela, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, plateforme de solidarité avec le peuple de la révolution bolivarienne. C'est ce que j'ai lu sur le site. Je n'étais pas plus que ça au courant du contenu de cette plateforme. Donc, nous allons donner la parole trois quarts d'heure aux intervenants. En tout. Sinon, on pique à feu entre les deux. Donc, un quart d'heure pour commencer à Paul-Émile Dupré. Le quart d'heure suivant à Juan Dominguez. Et le dernier quart d'heure à Alessandra Monens, et ensuite on passera aux questions et discussions. Ok, bonsoir tout le monde, merci bien à TAC d'organiser cette soirée, parce qu'il n'y a pas tellement de débat sur un sujet qui est quand même central, c'est vraiment la nouvelle guerre qui est en préparation, en intention en tout cas, après les aventures qu'on a connues en Libye, où je vous rappelle quand même que tous les partis politiques démocratiques belges ont approuvé les bombardements en Libye pendant 8 mois, 1 an. Un gouvernement qui était d'ailleurs à ce moment-là en affaires courantes a décidé de faire la guerre à distance, mais comme c'est des avions, c'est loin, on ne se rendait pas compte qu'on était vraiment en guerre, etc. Et donc voilà, après, il y a d'autres aventures, l'Afghanistan, l'Irak, on voit bien la Syrie, etc., avec les résultats qu'on connaît, quoi. En tout cas, la Libye, par exemple, c'est tellement évident que c'était une erreur flagrante. Alors comment est-ce qu'on peut retomber les pieds joints dans le même genre de piège? Alors bon, d'abord, au niveau de la présentation, je voudrais quand même préciser, donc je travaille au groupe de la gauche unitaire européenne, je suis juriste, mais je ne représente pas le groupe de la gauche, c'est pas que je sois dans une position contraire, mais ce sont les députés qui représentent politiquement le groupe. Donc moi, je ne représente pas, mais ce que je dis ne représente pas le groupe, n'est pas en contradiction non plus, je crois. Et je fais partie en fait d'un collectif depuis 2002, depuis le tentative de coup d'État de 2002 contre Chavez, qui a duré 3 jours, si vous vous souvenez. C'est un coup d'État qui a été... on a renversé le coup d'État, quoi. Enfin, on a rétabli la démocratie. Et donc à ce moment-là, on a créé ce collectif. Et c'est assez intéressant de voir les parallèles entre cette époque-là et maintenant, mais on y reviendra. Et je suis aussi membre du mouvement éco-socialiste Demain, donc qui est un mouvement politique. Et là, je peux dire que là, j'assume par contre, et c'est une des seules forces politiques de gauche qui a clairement condamné le coup d'État et la nomination de Guaido. Pour le reste, c'est quand même un silence à gauche assez hallucinant, et aussi de la part de beaucoup de partis, une complicité très forte. Bon. Donc, en fait, je crois qu'on m'a invité parce que j'ai pris l'initiative d'une lettre collective qui a été publiée dans Le Vif et Le Soir, autour du 10 février, je crois, etc. Parce qu'on était particulièrement indignés après, notamment, le vote du Parlement européen, qui, en majorité écrasante, a voté en faveur de la nomination de Guaido comme nouveau président. Donc, à Bruxelles, le Parlement européen ne nomme pas le président de la Commission européenne, mais il nomme le président du Venezuela. Pas mal quand même. Donc, une majorité totale en faveur de la nomination de Guaido, de la reconnaissance de Guaido comme nouveau président, qui contrôle en fait
rien du pays, hein, qui est lui et quelques personnes, etc. Il faut bien dire que tous les députés belges ont voté en faveur. C'est quand même hallucinant. Tous les eurodéputés belges qui étaient représentés au Parlement européen ont voté en faveur. Après, il y a eu des lettres de citoyens qui se sont plaints du côté socialiste, etc. La délégation socialiste a changé son vote pour abstention en disant qu'elle n'avait pas eu connaissance qu'on reconnaissait Guaido comme président, et c'est quand même le point 1 de la résolution. Normalement, quand on vote, on lit quand même le point 1. C'est là après, le 10, je ne sais pas, mais le 1, on doit lire. Le groupe des Verts aussi, donc, il a changé son vote aussi. Lambert, il s'est abstenu. Et moi, j'étais très content de dire au moins, il y a un Vert, Bart Stas, qui est bien, qui a voté contre cette résolution démente, qui lance la guerre. Et malheureusement, après une semaine, il a changé son vote en faveur de la résolution, etc. Donc il ne reste plus personne. Ok, enfin, sauf maintenant, abstention. Mais même une abstention comme ça, en fait, c'est pas du tout suffisant comme position. Il faut s'opposer, parce que c'est vraiment une logique de guerre qui est en train d'être mise en place. Alors il faut simplement savoir que l'Union européenne, avec le Venezuela, elle avait un dialogue après les événements qui ont eu lieu, interne, avec une opposition qui n'a pas accepté la cohabitation, le gouvernement qui a réagi en faisant une nouvelle constitution qui aille alors au-dessus de l'Assemblée. Bon, il y a eu quand même des dérapages démocratiques des deux côtés, et donc il y avait comme un chemin, avec Zapatero qui travaillait, etc., pour revenir au processus antérieur, où les élections au Venezuela étaient un exemple pour le monde quand même. On n'allait plus observer les élections au Venezuela sous Chavez et après sous Maduro, etc., parce que c'était le meilleur système. Moi, je suis allé avec des gens très critiques sur les systèmes électoraux, Céline Delforge qui est contre le vote électronique, mais là, elle a levé son chapeau. C'est un vote électronique, mais avec une vérification papier de l'urne. C'était vraiment parfait, quoi. Donc, on voulait revenir là-dessus. Donc, il y avait tout un chemin de l'Union européenne pour commencer à améliorer les choses et tout ça. Et tout d'un coup, les États-Unis décident de passer à l'action, de reconnaître M. Guaido comme nouveau président du Venezuela en invoquant un article qui ne s'applique pas dans ce cas-là, parce qu'il s'applique dans le cas de la mort du président ou si jamais il devient fou, etc. Et ce qui est assez hallucinant, c'est de voir qu'en 3 jours, l'Union européenne change sa position. Ça, c'est quand même incroyable, on est quand même un continent. Eh bien, en 3 jours, donc du 23 au 26 janvier 2019, l'Union européenne, pays par pays, comme ça, commence à tous changer, à s'aligner sur la position américaine, notamment l'Espagne, qui décide finalement de reconnaître Guaido, etc. Et alors, il y a une conférence de presse, quand même, on demande à Borrell, le ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, comment c'est possible que vous changiez comme ça, et il dit, oui, mais le Venezuela, c'est une question d'affaires internes en Espagne. Parce qu'en fait, on vote dans nos pays en fonction de ce qui se passe au Venezuela. On utilise le Venezuela pour, en France, Macron contre Mélenchon, ici, Louis Michel contre le PTB, en Espagne, etc. Enfin, et donc, et ça, c'est aux dépens, évidemment, du peuple vénézuélien. Bon, je voulais simplement dire que, donc, dans cette lettre, en gros, nous dénonçons, qui est quand même signée par beaucoup de monde, et finalement aussi, les députés qui avaient voté en faveur et puis abstention la résolution ont quand même été d'accord de dire que c'est un début de guerre, que finalement c'est pas super Guaido et ça. Il y a aussi d'autres gens qui ont signé la lettre. En gros, ça dénonce l'ingérence, le fait que en fait, on n'a pas à reconnaître un président précis dans chaque pays, on reconnaît un État, le Venezuela, qui se choisit son président, et on reconnaît qui contrôle l'État. Après, on n'a pas de dire, oui, mais je préfère celui de l'opposition, il est plus sympa et tout ça. Non, ça, c'est pas la diplomatie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va contre le droit international de reconnaître un type comme ça qui représente seulement l'opposition. Et en plus, au moins au Venezuela, M. Maduro, qui a été réélu à la présidence, il pouvait être réélu. Mais par exemple, dans le cas du Honduras, après un coup d'État qui a eu lieu, etc., on ne peut même pas être réélu au Honduras. Or, l'Union européenne a reconnu le nouveau président du Honduras. Il y a eu 60 morts, etc. C'est un type qui est corrompu jusqu'à la moelle, etc. Mais, dans ce cas-là, alors qu'on ne peut même pas être réélu, on peut alors discuter, est-ce que les élections étaient
mieux, qu'elle aurait pu être mieux et tout ça, dans le cas de Maduro. Au moins, constitutionnellement, il pouvait se présenter. Au Honduras, il ne pouvait pas se présenter, et malgré tout, l'Union européenne a reconnu le nouveau président du Honduras. C'est quand même un petit peu un problème. On voit aussi comment il y a une espèce d'application de la part de l'Union européenne de 2 poids 2 mesures, quoi. Parce que dans le cas du Brésil, par exemple, on a le cas de Dilma Rousseff, où il y a eu un coup d'État caractérisé. C'est le plus gros pays d'Amérique latine. Or, elle était présidente, elle avait été élue avec 54 millions de voix, et elle a été démise par un changement de majorité à cause des questions de... Elle dénonçait une corruption à l'intérieur de sa majorité, et donc elle a été mise en minorité et démise comme présidente de façon totalement illégale, quoi. Un vrai coup d'État caractérisé. Et là, l'Union européenne n'a pas bronché. Donc on voit vraiment une application de 2 poids 2 mesures. Je vais regarder un moi j'en sais pas. Donc, et ce que je voulais aussi dire, c'est que dans ce cas du Venezuela, donc vous avez vu le rôle des médias. Et donc je crois qu'en grosse partie, le fait que les politiciens comme ça, finalement, ont voté pour Guaido, ça c'est aussi parce qu'ils sont très imprégnés et ils baignent toujours dans la question des médias et qu'ils ne prennent pas la peine pour un pays là-bas, etc., de décoder ce qui se passe. Moi j'ai entendu par exemple l'émission de Magali Seux le matin à la RTBF interrogeant Correa. Il dit 2 choses qui sont fausses. C'est pas normal qu'un présentateur de la RTBF, payé par les deniers publics, dise 2 choses fausses. Ils disent d'abord, oui, mais ils ne laissent pas rentrer l'aide humanitaire. On sait bien que ce n'est pas de l'aide humanitaire. On sait bien que c'était une offensive militaire avec devant un cheval de Troie, etc. Et que derrière, il y avait une opération militaire, etc. Pourquoi est-ce qu'il dit ça alors qu'on sait? Et pourquoi la RTBF, pendant des jours et des jours avant, a passé des trucs sur les catastrophes humanitaires, juste au moment où les États-Unis utilisent cet argument-là, etc. Et la seconde chose alors là, il n'a pas parlé, par contre, de quelque chose qui est énorme et qui fait partie de la guerre, hein, parce qu'il a dit, oui, mais vous ne laissez pas rentrer les humanitaires. Mais il n'a pas parlé du fait qu'à Bruxelles, dans un organisme qui s'appelle Euroclear, une banque de compensation, etc., on a séquestré 1 milliard 600 millions de dollars qui sont séquestrés par cette banque-là. Il n'a pas parlé du fait que à Londres, l'or du Venezuela est capturé. Il n'a pas parlé du fait qu'aux États-Unis, les États-Unis se sont donné le droit de séquestrer l'entreprise Citgo et tous les actifs de l'entreprise pétrolière de PDVSA, et ce qui veut dire, on parle entre 13 à 25 milliards de dollars qui sont capturés. Le journaliste, il parle, oui, mais on ne laisse pas parler les humanitaires. Je crois que si le Venezuela avait cet argent, elle pourrait acheter ce dont elle a besoin pour subvenir à... il avait fait aussi une autre erreur dont je ne me souviens plus juste maintenant. Caractérisé, bon, j'ai oublié. Enfin, en tout cas, je vais revenir là-dessus après. Je veux dire, donc, cette guerre économique qui est orchestrée en dehors du Venezuela, ça fait partie de la guerre. C'est une guerre médiatique, c'est une guerre économique, et c'est une guerre dans laquelle les États-Unis, ils sont en train de tester un peu, parce que l'armée du Venezuela, c'est quand même quelque chose, parce que internationalement, ça a des conséquences, parce qu'ils ont perdu des guerres, donc ils sont en train de tester s'ils passent à la 3e phase. Mais les 2 autres phases, ce sont des guerres, et ce sont des guerres dans lesquelles nous sommes engagés souvent par notre silence, parce qu'on accepte ce que les médias disent, et parce qu'on accepte que, comme ça, à Bruxelles, là, au début du boulevard Albert II, une entité qui a son building là, séquestre 1 milliard 250 000 millions du Venezuela. Alors, je crois que je vais rester là. J'ai pris moins que le temps de parole, mais je préfère en fait répondre aux questions après. Voilà, merci. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous, et merci d'être là. Et on m'a demandé de parler sur l'économie vénézuélienne, chose qui est vraiment difficile en 15 minutes, mais je vais essayer. Et de parler de propositions en même temps, alors plus difficile. Mais il faut savoir que l'économie vénézuélienne a eu une chute dans laquelle il a eu des pertes de 1/3 du PIB dans les 5 dernières années, que la production pétrolière a chuté à la moitié, de 3 millions
un peu moins de la moitié d'1,5 million, maintenant c'est 1,2 million barils par jour. Et que les salaires minimums, que c'est 18 000 bolivars, si on les convert en dollars, ça fait 5,62 dollars et ça fait 4,60 euros. C'est vraiment difficile et avec un salaire minimum pour les gens qui vivent de son salaire maintenant. Et Venezuela est en default. Et il y a eu en octobre 2016 les ministres des commerces extérieurs et d'inversion, Jesus Farias, avait promis de répatrier au pays 300 milliards de dollars, qu'il a appelé qu'il avait fui le pays. Et on sait que cet argent, il disait aussi entre guillemets, c'est des estimations conservatrices, mais les optimistes partent qu'on pourrait répatrier 500 milliards de dollars, que c'est la chiffre avec laquelle travaillent les gens qui travaillent sur l'audit au Venezuela. Après, l'opposition des droites, ils parlent de beaucoup plus d'argent, mais ça, c'est l'argent qui a été reconnu par les ministres et après par le président Maduro dans son cadena nationale, à la télé. Et pour des sous-facturations dans lesquelles il y a plein d'entreprises privées qui sont fautifs, mais il y a aussi une connivence de certaines autorités de l'État qui devaient faire réviser si c'était correct, que ces importations avaient eu place ou pas. Et il a une dette avec la Russie qui est bien importante parce que en 2018 était 6 500 millions de dollars. Et le Venezuela a payé 3 260 millions de dollars et il reste plus ou moins la moitié à payer, 3 millions de dollars. Et Venezuela a payé sa dette dans la situation dans laquelle se trouve. Et ils ont garanti à donner les 49,5% des actions de Citgo. Citgo, c'est une compagnie vénézuélienne qui est à Houston, aux États-Unis, et qui a 3 raffineries et environ 6 000 stations de service. Et avec ça, on a encore un projet très délicat quand on parle de diversification de l'économie vénézuélienne et on voit que la mutation du rentisme pétrolier vers l'extractivisme minier dans un projet qui s'appelle les arcs miniers de l'Orénoque, qui fait 4 fois la Belgique, un espace de terre plus grand que les Cuba ou le Portugal, où sont habitées 150 entreprises transnationales, compris la Gold In Reserve, une entreprise qui avait été déjà leader du pays par Chavez en 2008. Et le gouvernement l'a invité à nouveau, il a payé des daños y perjuicios, des dommagements. Et ce projet, c'est pour extraire de l'or, du coltan, des diamants et des autres matières premières fondamentales dans le système monde maintenant. Et ça qui génère un problème maintenant parce qu'il y a des mafies qui profitent de qu'il viendra cette situation pour retirer tout ça qu'ils puissent retirer maintenant et ça crée une situation bien difficile. À ça, on peut ajouter que la Chine, les 90% d'inversions qu'elle fait maintenant en Amérique latine sont dédiées à l'extractivisme, à l'extraction des ressources et des énergies. Au Venezuela, elles sont intéressées dans les fers, dans les charbons thermiques, dans l'acier et dans le plomo refinado. Et en 2009, la China Development Bank a donné 1 milliard pour financer la corporation vénézuélienne de Guyane dans ce sens-là. Et en 2010, une entreprise qui s'appelait CITIC a fait un map minier du Venezuela pour voir où pouvaient placer les intérêts chinois. Et en 2012, se crée une entreprise mixte pour l'exploitation de l'or. Alors en septembre 2018, la Chine donne au Venezuela 5 milliards de dollars et qu'en un premier temps, on a dit que cet argent pourrait être utilisé pour la situation
difficile qui se vit maintenant. Mais non, la Chine a imposé qu'avec ses prêts, Venezuela devait investir dans le secteur pétrolier pour pouvoir rendre la même quantité de pétrole qu'elle produisait à ce jour. Et en plus de tout ça, les États-Unis, comme vous le savez et comme l'a évoqué Paul-Émile avant, bloquent de l'argent vénézuélien et à partir le 28 janvier, ils bloquent 7 milliards de dollars de PDVSA avec l'entreprise Citgo. Il vu que ça ne rentre pas au Venezuela, il voulait donner directement à Guaido et à les gens que Guaido a placés là. Guaido essaye de placer des gens aux États-Unis, dans des autres pays, mais ça n'a aucun caractère légal. Mais comme la soi-disant communauté internationale, que c'est autour de 50 pays, mais vous savez que le monde, ce n'est pas 50 pays, qui reconnaissent Guaido, et il essaie de placer ces gens-là, et alors le gouvernement de Trump dit que cet argent ne rentrera pas au Venezuela, mais sera pour les gens qui sont placés là, pour qu'ils puissent continuer à supporter les mouvements de déstabilisation qu'ils veulent achever au Venezuela. Et le conseiller national des États-Unis, John Bolton, parle de que ça pourrait amener des pertes de 15 milliards annuels au Venezuela. Et on a déjà parlé d'Euroclear, de l'Euro, de la Banque d'Angleterre et tout ça. Et toute cette situation s'accumule, il fait que ça soit vraiment catastrophique pour la population vénézuélienne. Et moi, je suis contre les discours que seulement cette guerre économique explique tout les problèmes qu'il a à l'économie vénézuélienne, parce que les sanctions viennent de août 2017, mais c'est clair que ces sanctions qui sont interprises pour les États-Unis, plus les erreurs internes du gouvernement, plus la Russie qui demande un paiement formel, plus les intérêts de la Chine, fassent que la situation soit vraiment insupportable pour beaucoup de Vénézuéliens. Et il y a eu déjà une migration de plus ou moins les 10% de la population du pays. C'est très grave pour la main-d'œuvre locale et c'est très grave parce qu'on perd une génération super formée par des plans qui ont été émis pour un gouvernement qui a réinverti la rente pétrolière précisément dans l'éducation, dans la santé, et a sorti des milliers, des millions de personnes de la pauvreté. Et en plus, c'est triste parce que Venezuela est maintenant un pays qui était carrément un récepteur de migrants dans les années 70, quand il a eu les plans Condor au sud du sud. Il a eu des gens qui sont venus de l'Argentine, de l'Uruguay, du Chili, quand il a eu la crise de la dette dans les années 80, des frères et des sœurs le Pérou, de la Bolivie, de l'Équateur. Et après qu'a commencé les conflits armés en Colombie, qui a duré plus de 50 ans, des millions de Colombiens qui sont venus au Venezuela. Quand il a eu les conflits au Moyen-Orient, il a eu des gens de la Libye, de la Syrie qui sont venus au Venezuela, du Liban. Et ces gens ont été accueillis comme des frères aussi. Quand il a eu la dictature de Salazar au Portugal, la guerre, après-guerre civile en Espagne, quand il a eu la fin du fascisme en Italie, il a eu plein de personnes, entre eux mon grand-père, qui ont venu au Venezuela et qui ont été reçus avec les bras ouverts. Et maintenant que c'est la première fois dans l'histoire que les Vénézuéliens commencent à sortir du Venezuela, et les femmes et les hommes du Venezuela, pas dans tous les pays, mais dans pas mal de cas, sont victimes de xénophobie et c'est inacceptable. Mené parfois par des gouvernements, comme dans les cas des gouvernements équatoriens. Et ça, en parlant de l'économie, il a une mesure du gouvernement que je ne partage pas du tout, de dépenser 1 milliard d'euros dans ces moments critiques, dans une mission qui s'appelle Venezuela Bella, Venezuela Belle, et pour renouvellement des infrastructures, etc. Mais je ne pense pas que ça soit la priorité maintenant. Il parle de lancer une marque pays, comme l'a fait l'Espagne il y a longtemps. Et je ne pense pas que ça soit vraiment la priorité du Venezuela maintenant. Et encore moins de replacer le Venezuela comme un leader des feuilletons, comme c'était évoqué dans ces présentations. Et alors, en concret, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce que se demandent les gens. Voilà, c'est très difficile, mais il y a des mesures à prendre. Je pense que la voie du dialogue est fondamentale
Et au Venezuela, c'est un pays qui ne vit pas en guerre depuis ses indépendances et depuis la guerre fédérale. Alors, il y a au moins 3 générations qui n'ont aucune idée de ce que c'est une guerre. Ça fait que psychologiquement aux Vénézuéliens et aux Vénézuéliennes cette incertitude et la phrase de Trump, de toutes les possibilités sont sur la table. L'usage de Juan Guaidó, l'appel à l'usage de la force. Et je pense que les dialogues qui étaient proposés par le Mexique et par l'Uruguay et aussi par les Nations Unies, les groupes de contact qui ont été créés pour débattre sur ça à Montevideo, c'est une voie, mais l'Union européenne est venue tout de suite imposer les conditions. Mais on ne peut pas établir un dialogue, on a déjà présupposé et on a déjà mis en amont les conditions. Le seul positionnement intéressant que je vois à l'Union européenne est contre l'ingérence armée, c'est déjà ça. Parce que je trouve que c'est tout à fait inacceptable comment l'Espagne, l'Angleterre, les Royaumes-Unis, la France et bien, une série de pays ont donné un ultimatum au Venezuela comme si on était dans une époque coloniale encore. C'est tout à fait inacceptable. Et en plus, 4 jours après, Macron, qui a assez de problèmes en France, qui ne sait pas résoudre et qui ne respecte pas ses populations, qui se révoltent, va rencontrer le maréchal Sissi en Égypte, que ce n'est pas du tout un exemple des droits de l'homme ni de la démocratie. Alors, Venezuela devrait faire un moratoire unilatéral de la dette. Comme on bloque ses actifs unilatéralement, Venezuela pourrait aussi faire un moratoire unilatéral de sa dette. Venezuela pourrait lancer un audit citoyen de sa dette pour voir quels composants de cette dette sont légitimes, quels composants de cette dette ne sont pas légitimes, et utiliser cet argent pour un plan d'acquisition d'aliments et de médicaments en bénéfice de la population. Venezuela pourrait développer un plan de production nationale d'aliments et de médicaments en mettant en priorité les producteurs locaux, bien entendu. Le Venezuela pourrait créer un plan d'accès quand tout ça sera fait avec des forces locales et des gens qui s'opposent à tous ces genres de mesures d'ingérence et qui veulent développer un système plus juste. Et bien, il a une idée qui a été lancée aussi au Venezuela, que c'est intéressant, mais que le gouvernement n'est pas d'accord et l'opposition n'est pas non plus d'accord avec un référendum consultif de tous les pouvoirs publics, comme c'est établi dans la Constitution. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que les décisions du Venezuela doivent être prises par les Vénézuéliens et par les Vénézuéliens. Et je ne sais pas si j'ai plus de temps, ou c'est bien comme ça. Ça marche. Bonsoir à tous, à tout le monde. Donc, moi, je suis Alessandra Monens. Comme elle a dit, je suis médecin. J'ai vécu 8 ans au Venezuela et je fais partie de Venesol, donc cette plateforme qu'on a lancée au moment des Guarimbas de 2017, où on s'est rendu compte à quel point les Guarimbas, c'était les manifestations de l'opposition, surtout qui se trouvent, enfin, qui étaient dans les rues de Caracas. On en a beaucoup entendu parler tout d'un coup, et on voyait, nous, les images que les médias d'ici donnaient, et on s'est dit, ok, il faut absolument créer une plateforme avec une diffusion d'informations alternatives sur ce qui se passe, pour que les personnes qui ont envie, en tout cas, d'avoir de l'information alternative sur le Venezuela, puissent en trouver facilement en français. Et donc on s'est mis à traduire des articles, etc. Et donc ça fait depuis ce moment-là qu'on est actif et active au niveau de Venesol. Mais j'ai toujours fait partie des espaces d'information, de soutien et sur le Venezuela quand j'étais en Belgique, et puis j'ai aussi beaucoup travaillé sur le terrain comme médecin et surtout comme activiste féministe et politique.
Et j'ai beaucoup travaillé dans des espaces mixtes et des espaces de femmes au Venezuela. Je voulais revenir sur quelques petites choses par rapport à ce qui s'est dit. Peut-être commencer par dire, tiens, à quel point c'est, quand on entend tout ça, m'est venue l'idée de me dire, mais en fait, ouais, c'est tellement difficile, c'est tellement complexe et compliqué de construire un projet socialiste au sein d'un monde aussi capitaliste. Quand tu racontes les Chinois et les Russes qui demandent leur paiement de dette alors qu'on est face à un pays qui est plein de complications, et je me dis, mais c'est tellement dur pour cette population d'essayer de se construire un projet alternatif. Et déjà, donc comme on sait, l'internationalisme c'est important, et quand on est tout seul ou peu à essayer de construire quelque chose de différent, c'est pas évident, j'ai l'impression. Une autre chose que je voulais dire, dont on n'a pas parlé, c'est donc il y a eu l'intervention, cette soi-disant aide humanitaire dont a parlé Paul Émile, et puis juste après, il n'y a pas longtemps du tout, il y a eu la grande panne électrique. Parce qu'on a parlé des différents types de guerres contre le Venezuela, donc la guerre dont tout le monde plus ou moins s'accorde à dire qu'il ne faut pas faire l'intervention militaire, plus ou moins, voilà, en tout cas en Europe, voilà. Mais donc il y a la guerre économique qui n'explique pas tout, je suis d'accord, mais qui existe quand même très fort. Pour en parler, tu me disais, en tout cas, par exemple, les sanctions qui sont là depuis le mois d'août 2017, plus ou moins officiellement, avant ça, il y avait déjà énormément de choses qui se faisaient sur le plan économique pour mettre la population en souffrance. Et moi, je l'ai vécu où tout d'un coup, il n'y a plus de lait dans le pays pendant 2 mois. Et puis le lait revient, alors après, c'est le sucre. Et puis après, c'est l'huile. Et puis juste avant la Noël, c'est la farine de maïs qu'on ne trouve plus dans les magasins. Ou alors quand il y a une décision du gouvernement de dire on va réguler le prix du sucre ou du riz blanc, parce qu'il y a une spéculation interne par les vendeurs et les revendeurs et les entreprises internes ou multinationales. Tout d'un coup, il n'y a plus de riz blanc, mais il y a du riz aromatisé à l'ail. Et ça, c'est pas à réguler. Et donc, voilà. C'est plein de stratégies qui ont eu lieu depuis des années, depuis, je sais pas, presque toujours. J'ai l'impression que j'ai toujours vécu au Venezuela avec des stratégies, des plans B de comment on trouve telle ou telle denrée, comment on fait, comment on travaille ensemble pour se retrouver et pour s'entraider au niveau de toutes sortes de choses. Et ça, c'est pas vraiment reconnu non plus, mais c'est une pression qui existe sur la population depuis vraiment presque toujours. Donc pour en revenir donc ça, c'est les stratégies de guerre. Il y a la stratégie médiatique dont on a parlé, qui est quand même très très forte et qui atteint des niveaux assez impressionnants sur la thématique du Venezuela. Et alors là, tout d'un coup, il y a un nouveau truc qui vient de sortir quand même, c'est s'attaquer au système électrique d'un pays. Alors évidemment, tout le monde a des interprétations différentes sur ce qui s'est passé au Venezuela. Je pense qu'on peut dire en effet que sans doute que le système électrique du Venezuela a des problèmes de sécurité, peut-être, mais éteindre un pays comme ils ont éteint, comme le pays s'est éteint pendant 3 jours, ça vient pas tout seul, et c'est assez impressionnant. Et moi j'étais en contact avec les copines et les copains qui étaient là pendant tout ce temps-là. On a en plus des amis qui sont des amis belges qui étaient justement là-bas. Et d'écouter, de demander comment ça va, d'essayer d'entrer en contact dès qu'il y avait un tout petit peu de signal, de recevoir un message. C'était vraiment spécial, comme dur et en même temps ça a généré dans les quartiers du soutien dans la population parce qu'il y a l'électricité et puis il y a l'eau qui vient pas parce que les pompes quand l'électricité revient un peu 1 heure par jour et puis ça repart et puis ça revient, puis en fait il n'y a pas d'eau et alors comment on gère la distribution de l'eau potable, et tout ça a généré aussi une conscience de groupe qui existe depuis très longtemps au Venezuela, à plein de moments dans l'histoire
des communautés, des groupes de gens qui s'entraident, mais face à des situations comme celle-là, ça génère aussi des choses très intéressantes. Et voilà, ça c'était une autre stratégie. Moi, j'ai aussi réfléchi sur la question de qu'est-ce qui a été mis en place aussi dernièrement face à ces questions de denrées alimentaires. Il y a les CLAP. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Les CLAP, c'est des colis de denrées alimentaires qui sont distribués par les communes, par les associations de quartier, aux familles. J'ai plusieurs copines qui bénéficient qui arrivent, qui reçoivent leur CLAP parce qu'elles font partie de leur conseil communal. Et elles me disent, moi sans ça, je pourrais pas tenir le coup. Dans un CLAP, il y a plusieurs kilos de riz, des denrées de base qui permettent aux familles de tenir le coup. Et ça, c'est des choses qui sont organisées avec la participation de la population. Et c'est des expériences qui sont très intéressantes. J'ai aussi des amis qui travaillent avec des communes paysannes qui récupèrent des denrées, qui cultivent et qui amènent dans les communes de cité, de ville. Et là, il y a des échanges, il y a aussi des exemples de troc qui sont... C'est aussi des expériences qui se génèrent. Et donc, je pense que ce que je veux amener par là, c'est la réflexion sur tout ce que la population construit au jour le jour pour résister, mais aussi pour se construire. Donc, on parle beaucoup de la macro, et il y a aussi tout ce que les gens construisent ensemble, en groupe, au quotidien, pour avancer dans leur projet. Dans le projet de société qu'ils veulent et dont ils et elles rêvent, et qui se construit au jour le jour. Et quelque chose qui est touchant, c'est la fierté et la clarté d'énormément de gens dans ces communautés de ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et de la reconnaissance, par exemple, des problèmes de corruption du gouvernement. Les gens le savent, que c'est là et que ça fait partie du problème. Mais de savoir que malgré ça, il y a le chemin qu'on cherche et qu'on veut construire ensemble. Je ne sais pas quelle heure il est. Encore ça. Un gros 5 minutes. Comme médecin, des exemples de difficultés qui ont été vécues par les populations que j'ai vécues, et en particulier comme médecin qui m'occupe de santé et droits reproductifs, il y a plus de pilules au Venezuela faciles à trouver depuis des années. Ça n'a pas commencé en 2017. Il n'y en avait plus depuis hyper longtemps. Et tout d'un coup, entre femmes, on dit « Ah ouais, tu sais, dans la pharmacie, machin, il y a des pilules, hop, t'as tout le monde qui va là-bas, t'as la file, tu sais qu'il y a des pilules, voilà. » Et puis tu changes de pilule tous les mois, de marque, parce que c'est jamais les mêmes qui rentrent dans le pays, elles sont hyper chères. Et puis il n'y a pas de pilule générique, pas comme ici, où c'est pas cher la pilule, là-bas c'est cher la pilule, c'est un produit de luxe. Et puis... moi, je rentre dans une pharmacie, j'ai fait ça plein de fois quand j'étais à Guanaré, et je fais « Oui, vous n'avez pas de pilule, non stérilisée, non injection, non ?» Et je dis et je vois, il y a du Viagra, il y a des produits, ça, il y en a. C'est Bayer, c'est les mêmes qui vendent les pilules contraceptives, mais il n'y en avait pas des pilules contraceptives. C'est une stratégie, c'est connu quand même, de... générer de générer des grossesses précoces dans une population pour la mettre en souffrance et pour faire qu'un pays souffre. Parce que des jeunes filles qui tombent enceintes à 14-15 ans,
quittent l'école, arrêtent de se former, entrent dans des possibilités de précarisation, etc. C'est une stratégie politique, clairement, quand on veut faire du mal à un pays, de s'arranger pour que les femmes tombent enceintes et ne puissent pas contrôler leur fertilité. Voilà, ça c'était un autre exemple de choses que j'ai vues comme ça. Oui, ça, les médicaments pour les enfants, qui ont disparu depuis longtemps aussi, qu'on trouve que sur le marché noir, les antipyrétiques, les antibiotiques. Avant qu'il y ait des problèmes avec les médicaments pour la tension, pour le diabète, qui après aussi ont été des problèmes à trouver. Évidemment, hein, ce qu'on ne trouvait pas dans les pharmacies, ce qu'on ne trouvait pas dans les magasins, on les trouvait sur le marché noir, où on les trouvait achetés au dollar. Et qui travaille et qui s'enrichit là-dessus et qui fait ça, c'est une grande question dont on peut discuter, mais qui en souffre, c'est la population. Et cette même population-là, c'est cette population qui résiste dignement et qui dit non, on ne veut pas d'aide humanitaire des États-Unis, on ne veut pas d'invasion, et qui ont une lecture politique très claire et très critique de ce qui se passe, malgré que dans leur chair et dans leur vie, ça se passe, parce que c'est leurs enfants qui meurent dans les hôpitaux quand il n'y a pas d'antibiotiques, dans les hôpitaux publics. C'est leur sœur qui meurt en accouchant, parce qu'il n'y a pas de soins suffisamment accessibles. Voilà. Voilà. Ah oui, un dernier truc, parce que quand même, comme je suis féministe quand même, donc j'ai beaucoup lutté pour le droit des femmes à l'avortement dans ma vie, et au Venezuela, la première chose que j'ai fait, c'est ça. Et on a monté un super chouette projet d'information des femmes pour savoir comment utiliser le cytotec, qui est un médicament qui permet aux femmes d'avorter sans le contrôle d'un médecin. C'est quand même très pratique quand on est dans un pays où c'est illégal, où c'est patriarcal et paternaliste, et où les médecins se font beaucoup d'argent sur le corps des femmes, et particulièrement sur leur avortement. Et donc on avait une ligne téléphonique dont on a lancé le numéro au Nuevo Circo, qui est un espace central culturel de Caracas, qui a été un espace super intéressant culturellement, parce que c'était l'ancienne place des taureaux, un endroit très colonialiste comme ça, qui a été occupé par des artistes, où il y a eu plein d'ateliers pour enfants, de cirque, quelque chose comme ça. Et c'est un lieu historiquement très intéressant que j'ai vu grandir. Et on s'est arrangé avec les gens qui géraient avec les communautés d'artistes qui géraient le Nuevo Circo pour pouvoir faire le lancement de la ligne ce jour-là. Et donc les malabaristas, on fait tout un spectacle pour nous, et on a lancé la grande affiche avec notre grand numéro de téléphone en grand comme ça, on voyait de tout Caracas. Et on parlait d'avortement, et il était marqué Línea telefónica aborto seguro. On nous a jamais coupé la ligne, on nous a jamais posé de problème. On n'a jamais eu de problème avec le gouvernement sur notre ligne d'information. Alors en effet, ça ne veut pas dire que le Venezuela a légalisé l'avortement, hein, c'est pas du tout ça. Et on peut en faire beaucoup de critiques, mais on a quand même pu travailler et parler de la question de l'avortement à plein d'endroits, de manière très spontanée et qui a permis de positionner cette question-là à plein de niveaux. Et aujourd'hui, la question de l'avortement dans les mouvements féministes au Venezuela est hyper centrale, alors qu'elle était très marginale quand je suis arrivée, par exemple, parce qu'on l'a amenée partout, tout le temps. Et on finira par le légaliser. Il y a intérêt, hein, parce que quand même... Voilà, c'était un autre exemple de ce qu'on fait. Merci bien pour ces 3 interventions. On va passer aux questions. Aux questions ou aux commentaires. Hein. Je pense qu'on peut libérer un peu le débat. Je m'appelle Martin, je suis désolé pour français facile. Je suis slovaque, mais je travaille maintenant à Bruxelles. Je voudrais demander, j'ai lu un article en décembre dernière année dans le monde diplomatique sur Venezuela,
c'était un homme qui a travaillé dans le ministère des Affaires étrangères à Venezuela et travaillé comme ça. Et j'ai eu l'impression, après cet article, que c'est plus les fautes du gouvernement qui, comme raison de crise économique au Venezuela. Je ne sais pas si vous avez lu cet article, mais je voudrais écouter qu'est-ce que vous pensez. Quelles sont les plus grandes raisons pour cette crise économique? Merci. J'ai lu l'article, je connais la personne, il s'appelle Temir Porras, qui est venu ici au moment du coup de l'État 2002, etc. On a travaillé avec lui, etc. Il a travaillé au ministère. Et effectivement, il a des critiques très sérieuses sur la politique économique et, disons, financière menée par le gouvernement Maduro. Il y a toutes ces questions très compliquées du contrôle des changes, pour qu'il n'y ait pas de fuite des capitaux de façon très, très importante dans certaines années. Ce contrôle des changes est resté, etc. Et je crois que Joaldo pourra détailler plus sur ces questions-là, etc. Mais je dois quand même simplement dire ceci. À mon avis, la déstabilisation économique du Venezuela n'a jamais cessé, quoi. Depuis 2002, en tout cas, c'est sans arrêt, quoi. Que Chavez a été sous attaque, etc. Que Maduro, il est arrivé, ça a commencé immédiatement, etc. Donc, c'est compliqué. Et maintenant, ils ont quand même la plus grande puissance... en tout cas militaire, mais dans une grosse puissance économique aussi, qui essaye vraiment de détruire leur économie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus négliger cet aspect-là, même si, certainement, il y a plein d'erreurs économiques qui ont été commises, etc., qui ne sont pas faciles, hein, parce que dès qu'il s'agit de faire un modèle un peu différent, de simplement faire rentrer les multinationales, comme le fait la Colombie, avec les conséquences qu'on connaît, si on veut faire autre chose, c'est jamais facile, quoi. Mais bon, c'est sûr, il y a des difficultés, et là, il y a des critiques probablement intéressantes à écouter. J'ai lu l'article et je pense qu'une des choses les plus importantes qui est évoquée dans l'article, c'est la réduction des importations. Venezuela, c'est un pays qui dépend à 95-96% de son PIB au pétrole. Comme il a plusieurs raisons qui expliquent la situation. Certains, je l'ai évoqué avant, mais sans doute la mort de Chavez, c'était fondamental. La baisse du prix du pétrole aussi. Et savoir que le Venezuela a les réserves plus grandes de pétrole au monde, mais il a une partie de ce pétrole qui est du pétrole lourd. Et ce pétrole a besoin d'un investissement important pour pouvoir les raffiner. Et il faut les mélanger, il faut les transporter et après on doit les vendre moins cher. Et ça a un impact très important aussi dans l'économie vénézuélienne. Ces réductions des importations, Venezuela importe plus de 70% de ce qu'il consomme. Et ces réductions des importations a été super importante, mais je pense que la décision fondamentale est continuer à payer la dette au lieu d'investir cet argent pour des biens essentiels maintenant dans les domaines de la santé et de l'alimentation. Et Venezuela a été toujours, depuis qu'il a fait une mutation de son économie, d'une économie agraire à une économie rentiste pétrolière, un pays qui n'a pas arrivé à diversifier son économie. Et maintenant, à payer les conditions historiquement, mais maintenant c'est flagrant comme c'est important. Et bien sûr que les élites locales et les élites des autres pays aussi participent à le chaos de l'économie vénézuélienne. Et je crois que c'est pluridimensionnel et qu'on ne peut pas l'aborder d'une seule manière. C'est pour ça que les lectures binaires sur le Venezuela souvent se trompent. Moi, je voulais rajouter quelque chose, c'est qu'en effet, comme tu disais un peu, Émile, quand on essaie de faire quelque chose de différent,
c'est vachement difficile. D'abord, on ne sait pas, on doit créer du nouveau. Et on a face à nous énormément de challenges et énormément de boycotts à plein de niveaux pour pouvoir y arriver. Et donc, et alors cette transformation d'économie rentiste et avec l'idée de diversifier la production, d'être autonome alimentairement, c'est un projet qui existe, mais 20 ans pour construire ça alors qu'on vient d'un pays qui fonctionne depuis un bon moment sur la rente pétrolière, c'est vraiment pas évident à faire. Et donc d'exiger de la population vénézuélienne, de la mentalité du gouvernement, de tout en même temps, qu'en 20 ans, on arrive à en faire un pays autosuffisant qui produit son alimentation, qui produit tout et qui fait ça super bien sans avoir fait d'erreur de choix économique, c'est un peu... et venir après dire le Venezuela ne s'est pas diversifié, c'est un peu dur quand même, je trouve, dans les critiques qui sont faites. Et en plus, quand il y a des projets de communes agraires, des récupérations de terres où les paysans veulent construire leurs projets de production, et que les anciens propriétaires terriens attaquent, tuent, empêchent les choses de se faire en connivence avec parfois aussi des petits pouvoirs locaux, ou que j'ai un tracteur, mais que le blocus, officiel ou pas, empêche les pièces de la multinationale machin truc qui fait les moteurs des tracteurs, et que mon tracteur est en panne et que je ne sais plus retourner ma terre parce que mon tracteur est en panne et que la pièce elle n'arrive pas et que de toute façon elle est impayable parce qu'il faut 6 mois de loyer pour payer la pièce, et quand c'est pas ça c'est la roue, et quand c'est pas la roue c'est l'autre truc. Et donc on nous demande mais quoi, alors on va chercher les bœufs et on retourne à terre aux bœufs. Voilà, enfin tout ça c'est aussi une réalité du monde paysan qui veut s'autonomiser. Mais en même temps il faut que ça produise pour donner à manger à tout le monde, mais pour produire il faut de la machine, et pour avoir des machines il faut le système capitaliste qui fournit tout ça. Enfin voilà. D'abord je crois que il y a au moins deux façons d'aborder la situation du Venezuela. Ou bien on s'insère dans un projet de révolution, donc de projet socialiste, comme de Alessandra, ou bien on s'insère dans un autre projet qui n'est pas socialiste, de gestion du capitalisme, d'appui aux États-Unis, etc., etc. Pour moi, je crois qu'il n'y a que deux façons d'aborder le Venezuela. Et en ce qui me concerne, il n'y a qu'une façon d'aborder la question du Venezuela. C'est une question, du point de vue du soutien à la révolution bolivarienne qui s'est donné un objectif socialiste, c'est-à-dire de rupture avec le capitalisme. C'est bien de ça qu'on parle. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qui a enthousiasmé une bonne partie des personnes qui sont ici. Et donc, je crois que quand on parle d'économie, on peut aborder ça de plusieurs façons aussi. Ou bien on peut prendre les critiques de Temir Porras, qui, entre guillemets, et c'est pas un accident, est aussi un grand énarque, est très lié aussi au gouvernement français, à l'appareil d'État français, etc., et qui donne essentiellement des critiques, parfois justifiées, mais des critiques de droite. Des critiques pas qui vont dans le sens de rupture du capitalisme, mais plutôt stabilisation du capitalisme ou retour au passé. Où il y a les critiques de gauche qui peuvent être faites sur l'économie du Venezuela. C'est entre autres ce que dit Joaldo. C'est la question de comment se fait-il qu'un gouvernement qui se dit révolutionnaire, bolivarien, socialiste, etc., ouvrier même, paye rubis sur ongle, au centime près, à la virgule près, c'est-à-dire une dette extérieure qui est scandaleuse, odieuse, illégitime, patati, etc. Et ça explique une partie de la crise, mais à mon avis, il y a une explication plus importante à cela. C'est que malgré les nationalisations, il y a eu à peu près 1000 nationalisations sous Chavez et Maduro, de l'acier, des secteurs importants, etc., de l'économie reste, pour l'essentiel, aux mains des oligarques, reste essentiellement aux mains des capitalistes. Quand on lit la critique de droite, on dit oui, le Venezuela socialiste, et c'est parce qu'il y a trop de socialisme que l'économie va mal.
pour faire simple, mais pas très loin de la vérité, pour moi, il n'y a pas trop de socialisme, il n'y a pas assez de socialisme. Et c'est pour ça que l'économie va mal, entre guillemets. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement, quand Alessandra utilise l'exemple, pour moi qui est très flagrant, parce que c'est celui que vivent les gens tous les jours, de l'organisation d'une pénurie artificielle de toute une série de produits de base, c'est en partie pour des raisons politiques, mais c'est aussi en partie de résistance des petits, des moyens, des grands chefs d'entreprise et des entreprises à une politique de régulation du capitalisme. Il ne faut pas être Marx ou Adam Smith pour se rendre compte que quand une entreprise ne peut plus vendre ses produits au prix que lui veut le mettre sur le marché, ben qu'il essaye de contourner cette mesure. Et c'est ce qu'ils font depuis des années et des années. Et dans la tentative de réguler le capitalisme, pour moi, ne fonctionne pas. Pour en discuter tout à l'heure. Une dernière chose sur la question du dialogue. Je ne crois pas au dialogue au Venezuela. On ne va pas s'en sortir avec le dialogue. On aime bien dire ça en Belgique, parce que la Belgique c'est le pays du dialogue, de la concertation sociale. On développe même une ingénierie de la concertation sociale. On exporte notre modèle. Eh bien, les Palestiniens sont venus à Bruxelles pour étudier le modèle de la réforme de l'État, etc., etc. Mais ça n'est pas. En Belgique, c'est pas trop réaliste ou plus réaliste, non. Au Venezuela, avec les contradictions qui existent, un dialogue pour sortir de la crise n'est pas possible. D'ailleurs, il faut poser la question, dialoguer avec qui? Qui dialogue avec qui pour obtenir quoi? Avec l'opposition, mais l'opposition, tu dis et tu insistes, et je comprends, Joaldo, la solution elle est chez les Vénézuéliens, mais qui dirige l'opposition vénézuélienne? Washington? Bruxelles? C'est eux qui dirigent l'opposition. Il n'y a pas d'autonomie de l'opposition vénézuélienne. Et en fait, elle représente essentiellement les intérêts de l'oligarchie. Alors, dialoguer avec ces gens-là, ça veut dire quoi? Ben, c'est accepter leurs revendications. Alors, il y a une petite expérience au Venezuela. La première tentative de grand dialogue a été commencée après, et je vais finir là, après le coup d'État de 2002. Chavez a dit, je vous pardonne, tous. Vous avez mal compris, mais il faut respecter la Constitution, on va commencer un dialogue. Premier jour, il a libéré les gens qui ont fait un coup d'État. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Préparer un deuxième coup d'État. Et Chavez l'a compris à un moment donné, en citant Bolivar, qui dit chaque fois que je pardonnais les traîtres, ben, il y en avait de plus en plus nombreux. Et en fait, je ne crois pas que le dialogue soit possible. Pour moi, la solution, c'est d'avancer dans la révolution. Cette révolution, et c'est la raison principale de toute une série de problèmes, elle s'est arrêtée à mi-chemin. On l'a arrêtée à mi-chemin. Et donc c'est un peu ça aussi le débat qu'il faudrait mener aujourd'hui ou un autre jour. Oui, voilà, parce que je l'ai dit, il y a quelque chose, justement, parler de la question de l'autonomie alimentaire, et il y a une partie de, effectivement, certaines choses qui viennent d'être dites à ce niveau-là, mais il y a quelque chose qui m'a vraiment mis à haut le cœur. Ça, c'est pas vraiment le Venezuela dans l'affaire, mais disons, c'est plus général, c'est-à-dire c'est la question de comment on cultive. Et retourner la terre, c'est une absurdité, ça détruit la vie dans le sol. Bon, bon, on a démontré ça, plusieurs, des gens comme Claude Bourguignon, etc., l'ont démontré, c'est ça qui base la permaculture qui est expérimentée à Cuba. Je ne sais pas si maintenant où ça en est à ce niveau-là, mais enfin, il y a des expériences d'agriculture urbaine avec la permaculture à Cuba. Donc, et la permaculture respecte le sol, la vie dans le sol qui permet un meilleur rendement des cultures. Donc, chez nous, c'est d'ailleurs en pleine expansion, ce genre de choses. Donc, je ne comprends pas pourquoi, disons, dans un pays comme le Venezuela, on peut avoir des cultures toute l'année, on n'a pas de permaculture, et avoir l'autonomie alimentaire, avoir 20 ans pour avoir l'autonomie alimentaire. Je me dis, si c'est la même chose chez nous, et que bon, on a un effondrement subi qui peut arriver, quoi, donc, dans les risques, puisqu'on ne fait pas ce qu'il faut, à cause du capitalisme vis-à-vis des problèmes climatiques, s'il faut 20 ans pour qu'on ait l'autonomie alimentaire, bon, on est bon pour aller vers la catastrophe générale. Hein. Bon, alors je me dis, c'est quand même un peu bizarre cette question de 20 ans. S'il y a résilience, c'est pour l'électricité, c'est quand même possible de le faire aussi avec toutes les énergies locales
bon, moi je crois qu'il y a un problème, bon, du côté du gouvernement, peut-être aussi d'une partie de la population à ce niveau-là. Je pense aussi, je ne sais pas si ça a été dit, j'ai vu un film lors du Festival des Libertés, et qu'il y avait des problèmes du côté de la police, je veux dire, associée au gouvernement. Enfin bon, des gens qui semblaient, c'est peut-être des gens, des ex-paramilitaires de Colombie qui se sont recyclés, mais il y a un témoignage d'une personne qui avait tout à fait enthousiaste pour le gouvernement de Chavez, etc., qui a vu son fils presque tué sous ses yeux, alors que c'était une erreur. Donc, on les a confondus avec une autre personne. Et il a dit qui? C'est pas normal, ce genre de choses. Donc, ça, c'est la deuxième chose que je peux dire. Donc, c'est quand même grave. Elle a même été jusqu'à la Chambre des députés, etc. Elle n'a pas vraiment été écoutée. Donc, voilà. La troisième chose que je dirais, c'est aussi la question des gens eux-mêmes. Bon, peut-être certaines classes bourgeoises ou certaines mentalités, quand j'ai vu peut-être des gens, disons, accumuler des pampers, des choses comme ça, alors qu'on pourrait avoir des couches lavables. Bon, la question, enfin aussi des papiers de toilette. Moi, je peux me passer de prêts de toilette avec des feuilles ou des choses comme ça, des papiers journal comme ça se faisait en Russie, je crois. Enfin bon, donc il y a toujours moyen de se débrouiller. Je trouvais qu'il y avait vraiment un esprit petit bourgeois dans une partie de la population qui avait peut-être contaminé une partie de la population moins riche. Bon, c'est pour ça que je pense aussi que c'est important de former les gens. Bon, je vais dire, Maduro ne me semble pas aussi capable que l'était Chavez. Il paraît qu'il y avait une prospérité sous Chavez, malgré le blocage des États-Unis, et que ça, c'est fini. Donc, je vais dire, il faudrait qu'il y ait une formation au leadership, que les gens apprennent à se débrouiller tout seuls, etc. Bon, je crois que vraiment, ça aussi, c'est important. C'est important pour nous aussi, d'ailleurs. Je crois que, bon, que les gens soient formés, bon, à participer à la chose politique, et ça, c'est un peu en cours. Ok, merci. Bon, moi je crois que effectivement, moi je ne jette pas comme ça, disons directement l'article de Temir en disant c'est simplement une critique capitaliste. Je crois qu'il y a vraiment des gros problèmes financiers. Je crois que le système de change a été débile, a permis une corruption incroyable dont s'est enrichi en partie les gens du gouvernement et en grande partie les gens de l'opposition, etc. Donc on ne peut pas balayer ce genre de problème, etc. Et le problème aussi de désaccélération de l'économie par des mécanismes financiers erronés à la poubelle. Je crois qu'il y a vraiment des choses à réfléchir là-dedans, et qui ne sont pas seulement d'un côté socialisme et capitalisme, mais le socialisme aussi a besoin d'un système économique qui fonctionne bien, etc. Il y a des erreurs garafales qui ont été faites. Et je crois qu'un des gros problèmes vraiment auxquels on ne s'est pas attaqué suffisamment, c'est la question de la corruption, quoi. Ça, c'est clair. Et c'est des sommes faramineuses, quoi. Vraiment incroyables. Et donc moi, je suis d'accord, hein, par contre, avec Eric sur le fait que maintenant, le Venezuela est à la croisée des chemins, quoi. Parce qu'il y a aussi toute une partie du chavisme qui continue à croire beaucoup au capitalisme, des chavistes, un député, et qui continue à dire oui, mais la liberté du marché, etc., c'est quand même très bien, etc. Et maintenant, je veux dire, les ponts, enfin, on a brûlé les bateaux, quoi. Hein, on est vraiment là. Alors, ou bien, on va pas pouvoir continuer avec un système moitié capitaliste, moitié ça. Au moment, maintenant, il y a des tas de choses dont on se dit comment ils l'ont pas encore fait, et s'ils le font pas, ça va pas pouvoir tenir, quoi. La lutte contre la corruption, c'est une, mais l'autre, c'est vraiment une réforme agraire profonde, une réforme d'ailleurs des masses médias aussi, parce qu'il y a toujours des critiques dès éventuellement on ne renouvelle pas une chaîne de télévision, etc. Mais il faut dire que le spectre télévisuel du pays est complètement monopolisé par la haute bourgeoisie. Donc on peut encore aller beaucoup dans le fait de rééquilibrer le spectre audiovisuel pour arriver à ce qui représente plus ou moins la population, quoi. C'est-à-dire les populations pauvres, les noirs, etc., qu'on voit d'autres gens à la télévision, etc. La question de la dette, la question de vraiment croire dans les pouvoirs populaires, dans les communes, etc. Il faut quand même se dire que ce gouvernement est quand même une digue par rapport à une droite extrêmement violente. Moi, j'ai été plusieurs fois observer les élections au Venezuela. Le lendemain, quand l'opposition perdait les élections de façon totalement démocratique, il y avait toujours 50 morts en rue, quoi. C'est pour ça que Chavez, s'il reconnaissait la victoire de l'opposition éventuellement, il l'a reconnu,
à minuit, alors que les élections, les votes n'étaient pas encore tout comptés, mais ils disaient non, ça va, ils ont gagné de ça, parce qu'ils savaient que le lendemain, il y avait 50 morts. On a une bourgeoisie extrêmement violente, du type Chili, etc. Et si jamais ce vote du Parlement, etc., prospère et tout ça, et la droite passe, il faut s'attendre à un bain de sang. Et ça, je crois que tu es d'accord avec moi, qu'il y a vraiment une bourgeoisie très violente. Alors, dialogue, pas dialogue. Donc moi, je crois en tout cas, je crois qu'il faut... C'est très compliqué, c'est la politique. Je crois par contre que Maduro, bon, il a une tâche très compliquée. Je crois que Chavez aurait aussi été en difficulté au moment où Maduro est arrivé, parce que Chavez n'a pas eu la possibilité, n'a pas eu les facilités aussi. Il y avait un plan de diversification de l'économie, etc. Mais le harcèlement a été permanent, etc. Et ce plan a été relégué, ce qui est une erreur, comme la lutte anti-corruption qui n'a pas été menée, etc. Mais en même temps, comme on dit, c'est pas facile, quoi. Hein. Mais je crois qu'il y a un plan de diversification de l'économie qui a été qui a été retardé. Et à ce moment-là, Maduro est arrivé avec une économie totalement dépendante du pétrole. Et le pétrole, comme vous savez, est passé de 130 à 150 dollars à 30. Quoi. Et n'importe quel gouvernement serait tombé dans des conditions pareilles. Ça, c'est quand même le premier coup. Il a quand même résisté. Et donc, je crois qu'on ne va pouvoir maintenant, ou bien ça s'effondre, si on n'approfondit pas, ou bien on approfondit le modèle, quoi. Et on fait confiance aux communes, et on va vraiment dans certaines décisions socialistes, etc. En même temps, il faudra faire, moi je crois qu'il faut quand même toujours aussi parler de dialogue, etc., mais aussi faire des coups. Je crois qu'en même temps, il faut un élargissement, on ne peut pas rester comme ça avec... donc il faut un élargissement des secteurs aussi qui ont fait des critiques qui sont parfois valables. Il y a un certain chavisme critique, etc. Parfois ils sont trompés, etc. Mais je crois qu'il y a aussi des critiques intéressantes et qu'une des valeurs de Chavez, c'était de savoir aussi, parfois, récupérer les ennemis, les remettre dans son camp, etc. et rejouer et surprendre l'adversaire et refaire des majorités. Tout ça. Et donc voilà. Et puis le reste, je le laisserai pour la prochaine intervention. Merci. Oui, et je pense effectivement que ou bien les modèles se radicalisent, ou bien ça va être difficile de continuer sur ces pas. Parce que parler de que le gouvernement, à ce moment au Venezuela, c'est un gouvernement anticapitaliste, ça ouvre plein de questions. Et Maduro a dit publiquement qu'il acceptait que des entreprises états-uniennes viennent à se charger des entreprises vénézuéliennes qui n'ont pas eu aucun succès après avoir été nationalisées. Et c'est tout à fait, je veux que me fasse un dessin, comme on peut être socialiste et anti-impérialiste et inviter l'ennemi qui est en train de te mettre dans des conditions super difficiles à prendre des entreprises clés de l'État. Ça, c'est une incohérence majeure. Ou comment est-ce qu'on peut avoir des business avec Harry Sargent dans le secteur pétrolier, un ami personnel de Trump, pour donner un autre exemple. Et je suis d'accord avec ça qui a été dit par plusieurs, que Venezuela a essayé de faire une réforme agraire et à cause des lois habilitantes et surtout à cause de cette loi des terres, il a eu les coups d'État contre Chavez et après ça a été mis dans un tiroir. Je crois que c'est injuste de dire que Chavez a échoué à diversifier l'économie comme si ça aurait été lui tout seul. Tous les gouvernements vénézuéliens ont échoué à diversifier l'économie, mais il a un truc qui est clair et certain, qu'il n'a pas sorti du modèle du rentisme pétrolière et le positif, c'est qu'il devait payer une dette sociale et dans une bonne partie, il l'a fait, mais il a approfondi la dépendance du Venezuela au pétrole. Mais par contre, vous parlez comme si tous les présidents du Venezuela ou de l'Amérique latine sont aussi indépendants dans la décision politique économique. Ah non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas entendu parler de les que nous souffrons à travers toute l'Amérique du Sud, l'imposition
de multinationales agro-industrielles et les terratenientes, latifundios. Oui, Les latifundios. tout à fait, je Regardez suis ce qui d'accord passe avec au vous. Brésil. Il y a l'assassinat des paysans en Colombie, au Venezuela aussi. Même si c'est la dame Dilma et Lula, ils ont voulu faire des choses, mais le problème c'est qu'ils ne peuvent pas, ils sont presque attachés de la main avec un couteau, parce que si on fait transformer les pays agricoles autosuffisants pour ne pas dépendre, même au niveau de la médecine alternative, ceux qui sont derrière eux, c'est ces gros banquiers, d'abord, multinationaux, qui sont ensemble et qui sont en train de faire la guerre, comme nous voyons au Venezuela. Ce n'est pas une guerre, disons, de bombes, de drones maintenant, mais la guerre qu'ils font affamés, de maltraités et de mauvaise santé. C'est une guerre qui divise le pays et les continents. Et vous n'avez pas parlé non plus de l'implication des gouvernements fantoches du Pérou, du Chili, de l'Équateur, de l'Argentine, qui sont en train d'être utilisés comme des marionnettes avec les médias contre Venezuela. Comment on pourra s'en sortir si on est de tous les côtés, le vautour est en train de nous taper? C'est ça que je me demande. Je suis d'accord avec vous que je n'ai pas parlé de tout, parce qu'en 15 minutes, c'est vraiment impossible. On pourrait parler après, pendant des heures, sur le Venezuela, sur l'Amérique latine. C'est clair qu'il y a un reflux de gouvernement des droites, mais il faut pas se contenter à dire il y a un reflux de la droite, il nous attaque l'international, il nous attaque les États-Unis. Si on met un combat, il faut les mener. Et il faut du courage politique, il faut prendre des décisions radicales maintenant. Et le gouvernement vient de dire que tous les ministres doivent mettre son poste, je ne sais pas comment ça se dit en français, à disposition. Mais on va voir si c'est pour faire un changement radical ou c'est pour mettre un dans les postes d'un autre et que tout continue comme est, quoi. Les Vénézuéliens ont besoin de décisions radicales maintenant. Donc il y a une dame qui demande la parole là-bas, monsieur ensuite, et puis madame. Bon, la discussion a évolué, mais du coup je voulais revenir sur la question aussi du dialogue, mais donc Pauline il a un peu répondu à ma question, mais j'ai l'impression aussi que Alexandra, c'est ça, a bien dit, on est dans un océan capitaliste et pour avoir ces outils, pour avoir ces médicaments, ces matières premières, on est dépendant quelque part de tout ce qui se passe dans le monde, en fait, en gros, si je peux résumer comme ça. Et du coup, j'ai l'impression que le Venezuela se fait attaquer de tous les côtés par d'autres gouvernements en Amérique latine, les États-Unis, il y a la Chine qui essaye de prendre toutes ces richesses, la Russie et tout ça, et du coup, et puis il y a aussi à l'intérieur les gens qui n'y croient pas ou qui y croient encore mais pas comme ça, et puis il y a Maduro qui a perdu de son pouvoir et tout, et donc je me disais, enfin c'est tellement complexe comme situation que en fait je vois pas comment on peut faire sans dialogue, mais ça veut pas dire un dialogue au sens les États-Unis avec le gouvernement vénézuélien, non, enfin en tout cas moi je l'entendais comme ça quand Joaldo l'a dit, et j'avais envie de me poser la question plutôt de quel type de dialogue, parce que pour moi c'est évident qu'il faut un dialogue, mais quel type de dialogue, quels acteurs rentrent dans ce dialogue-là, comment on fait pour renforcer un gouvernement vers plus de socialisme si enfin voilà, si on considère que on veut aller dans cette voie-là. Je pense que si on est ici aujourd'hui, c'est qu'on essaye de l'explorer en tout cas. Et du coup, et voir comment, avec des forces qui tendent vers ça, on peut contrer en fait toute cette attaque qui me paraît, moi, énorme, vraiment une grosse montagne. Donc voilà, je voulais avoir des avis là-dessus. Tout d'abord, je voulais remercier quand même le panel donc, pour les interventions, même si effectivement je suis arrivé un peu en retard. Ma première question, c'est celle-ci. Parce qu'il faut passer à l'action, je pense. Donc, parce qu'au Venezuela, c'est un peu difficile. D'abord, quels sont les partenariats? D'abord, les partenaires qu'on a pour l'instant au niveau de l'Amérique latine.
donc ceux qui aident pour l'instant le gouvernement. 2, comment est-ce que l'Afrique peut venir en aide aujourd'hui au Venezuela. Donc ça, il faut nous le dire aujourd'hui, parce que bon, on va commencer à essayer de travailler là-dessus. 2, troisième chose aussi, que je voulais dire aussi, c'est que en Afrique aussi, pour l'instant, nous sommes agressés. Nous sommes agressés en fait par ce qu'on appelle les industries des multinationales, que ce soit dans les Grands Lacs africains ou que ce soit de manière générale. Et ces industries des multinationales, en fait, c'est ça qui font ce que madame vient de dire, c'est cette complexité. Et le très bel exemple, c'est ce que le docteur a donné aujourd'hui, donc comme exemple, c'est ces multinationales de la santé. Il n'y a pas que les multinationales de la santé, c'est vraiment tout un tas de multinationales qui se mettent ensemble et ils ont en fait toute une industrie de gens qui réfléchissent pour eux, des think tanks, etc. Et ils mènent en fait une guerre économique contre un État. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'en Afrique, on a déjà pensé à une chose. On va essayer d'ouvrir un tribunal international en Chine. De telle manière, en fait, que quoi? Parce qu'on a observé une chose. On a observé que les acteurs qui ont fait l'esclavage, la colonisation, et qui sont aujourd'hui patrons des multinationales aujourd'hui, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes familles. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est quoi? C'est petit à petit. On attrape un ou deux, on les met au tribunal, on va les juger. Ça, c'est l'action qu'on va essayer de commencer à faire. Mais avant ça, moi, je voudrais savoir comment est-ce que l'Afrique, aujourd'hui, peut être solidaire avec le Venezuela, et de manière réelle et de manière concrète. Mais j'avais un peu le même commentaire que monsieur, puisque nous sommes du même continent. J'ai l'impression qu'on nous impose depuis 1492, donc ça fait longtemps, un modèle qui ne nous correspond pas, nous, enfin vous les Sud-Américains, mais on est proche au niveau même de la nourriture. Et nous les Africains, d'Afrique du Nord au Sud, d'Est en Ouest. Et quand j'entends parler capitalisme, moi j'ai vraiment du mal, parce que je me dis, mais avant vous arriviez, vous les Blancs, excusez-moi, d'être peut-être un peu trash, mais ça se passait très bien, hein. Ça se passait vraiment très bien, hein. On mangeait à notre faim, hein. On mangeait à notre faim. La dérégulation de l'alimentation, elle a commencé dans les années 70. Moi, je suis une enfant qui s'est née dans les années 60 et je suis une enfant qui a eu faim avant que j'arrive ici en Europe. J'ai eu faim. Et quand on commence par étrangler les gens par la faim, eh bien, on a tout compris. Et je suis d'accord avec monsieur, on devrait créer des tribunaux où on ne va plus juger les criminels de guerre qui sont toujours les mêmes, mais juger les criminels économiques qui amènent la guerre et qui sont aussi toujours les mêmes depuis des siècles. 250 millions de victimes africaines pendant 500 ans. Oui. Donc ça, il faut le dire. Alors, on ne parle pas des gens en Amérique latine aussi. Ça, je n'ai pas mis les chiffres. Oui, je voudrais bien qu'on n'utilise plus le terme Amérique latine, mais Amérique du Sud, parce que ça, ce sont les vrais Américains. Totalement. Ou Amérique du court, hein. En Amérique. Ça va aussi. 250 millions de victimes. Donc c'est pas une affaire, c'est une affaire sérieuse. Oui, je peux poser les réponses et puis Moi, j'aurais envie de vous répondre. Demander au peuple vénézuélien, mais au peuple organisé, au peuple aux communards, aux communards aux communes, aux communautés organisées qui réfléchissent au jour le jour et qui s'organisent et qui s'organisent aussi pour réfléchir ensemble à des chemins, à des voies de comment construire cette alliance Sud-Sud, ou je ne sais pas comment on l'appelle, avec l'Afrique. Enfin, moi, Chavez, il a écrit une merveilleuse lettre à l'Afrique, je pense, al pueblo africain, peut-être, je pense, avant de mourir, et c'est hyper touchant, et ça aussi, c'est un des projets qui a été un peu laissé de côté par le gouvernement du Venezuela, mais qui était un projet très intéressant. Mais demandez pas au gouvernement du Venezuela, demandez aux communes, demandez au peuple organisé. Et même chose pour la question du dialogue, avec qui il faut dialoguer, en fait, avec les Vénézuéliennes et les Vénézuéliens qui construisent et qui résistent et qui construisent leur jour le jour et leurs nouvelles organisations de société qui se passent au niveau micro et qui se construisent aussi. Donc il y a les conseils communaux, les communes, et ça se construit avec ses erreurs, hein. C'est pas non plus la panacée, c'est pas merveilleux.
étant féministe, je vais vous dire, on a encore beaucoup de choses à faire dans les communes pour les droits des femmes et les violences faites aux femmes et les féminicides, etc. Mais ça se travaille, ça se parle, ça se dit, ça fait partie. Et donc pour moi, le dialogue, c'est avec cette personne-là, parce que c'est cette personne-là qui porte le projet, le vrai projet socialiste et qui vivent dans leur chair ce qu'il faut en faire. Et pour moi, les réponses, même un peu plus macroéconomiques, doivent se discuter avec le peuple, toujours, avant tout. Voilà. Je pense que Venezuela a été un laboratoire des démocraties participatives. C'est important que ces dialogues se passent à deux niveaux, je suis d'accord, au dialogue institutionnel, comme on a été évoqué avant, mais aussi au terrain, avec les mouvements sociaux, avec les bases populaires qui ont été délaissées, qui ont été traitées clientélairement, de manière clientéliste, on les cherche quand il y a des élections, et retourner vers la source, à demander son opinion. Et tous ces mouvements sociaux, tous ces citoyennes et tous ces citoyens, les paysans qui sont super importants, Venezuela doit résoudre une contradiction fondamentale c'est qu'à une partie énorme, Venezuela fait plus de 2 fois la France, mais la majorité de ces personnes vivent dans les villes, surtout au nord, et surtout concentrées dans 3 grandes villes. Et les terres cultivables sont au sud du pays, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vivent, il doit y avoir un projet important, d'État et conséquent, pour créer des conditions pour que les jeunes se déplacent vers cette zone et pouvoir un jour, j'espère que ça ne sera pas très longtemps, avoir une souveraineté alimentaire, comme on l'a fait en Afrique, comme on l'a fait au Burkina Faso, avec Thomas Sankara. Et c'est... Dans un moment historique, je ne veux pas dire que c'est le cas maintenant et que le Burkina vit un moment génial. Non, je veux dire qu'on a montré qu'avec de la volonté politique, ça peut se faire, c'est pas un rêve, que c'est difficile, mais qu'on peut faire des choses avec du courage, avec de la volonté politique. Et comme a été dit aussi, il a eu un essai de rapprochement avec l'Afrique au gouvernement de Chavez, qui a été délaissé malheureusement. Mais je pense qu'on a... c'est pas qu'on est proche et qu'on a des affinités, sinon que dans notre peuple, il y a une partie de ce qu'on est qui est africain. Il est reconnu comme ça, dans la musique, dans la nourriture, dans la manière d'être, dans la manière d'aimer, dans la manière de lutter. Et je crois que nos peuples doivent se chercher dans ces voies. Et je sais que nous et vous, on a trop de choses en commun. Il faut l'amener de la base vers le haut. Et c'est ça que j'ai à dire. Je voudrais dire... Le troisième intervenant va d'abord répondre et ensuite ce sera votre tour. Il y a un gros coup, c'est quelqu'un qui frotte un micro ou quoi, non? Bon, oui, pour l'Afrique, bon, il y a évidemment un rôle important. Chavez disait que l'Afrique était complémentaire de l'Amérique latine, il y avait le rôle des grandes, etc. Moi, je me souviens quand même qu'au moment critique où Guaido recevait chaque fois plus d'appui de pays, etc., il y a des voix qui sont venues d'Afrique. Il y a un gars qui peut-être n'avait pas consulté tout le monde, mais me parlait pratiquement au nom de l'Union africaine. Il disait nous sommes contre cette reconnaissance de Guaido, etc. Et je trouvais ça important. Les pays africains sont très nombreux et quand ils résistent, etc., ils ont quand même une voix importante, etc. Sur la question des tribunaux, je ne sais pas si vous connaissez l'initiative qui a été portée par l'Équateur et puis qui a été appuyée par l'Afrique du Sud, qui la porte maintenant, parce que l'Équateur a un peu changé politiquement et tout ça, et qui est le fait d'établir un traité pour pouvoir juger les multinationales qui violent les droits de l'homme. Et c'est tout un combat, et il faut savoir que l'Union européenne est contre ça. Donc on croit parfois que l'Union européenne, plus ou moins, appuie les droits de l'homme, au moins formellement. À Genève, l'Union européenne a la même voix, a la même attitude que le business, quoi.
il faut aller là et voir ça, et voir comment le discours du gars de l'Union européenne et des business, c'est vraiment le même discours contre le fait qu'on puisse établir un tribunal contre les abus de violation de droits de l'homme des multinationales. Il faut que, comme Européens, nous soyons conscients que c'est ça l'attitude que prend la Commission européenne. Par contre, le Parlement européen a contré ça. Donc, a dit qu'au contraire, il fallait appuyer ce traité. Donc, c'est un combat, etc., dans lequel la voix des citoyens est très importante, parce que c'est un combat qui existe au niveau des pays, des partis, etc. Enfin voilà, c'est un espoir aussi. En tout cas, ça cohésionne énormément de gens en Afrique, en Asie, en Amérique latine, autour. Et chaque fois en octobre, on lutte pour avancer avec ce traité, pour pouvoir faire un tribunal, pour juger et arrêter. Parce qu'évidemment aussi, évidemment, comme tu l'as dit, l'enjeu énorme, on ne l'a même pas dit parce que c'est tellement énorme, c'est que le Venezuela est la plus grande réserve de pétrole du monde et que c'est ça que les États-Unis veulent. Ils veulent ce pétrole lourd qui est très complémentaire avec leur pétrole, du fracking, etc. Et ils le mélangent et c'est parfait. Donc ils veulent mettre le grappin avec un pétrole qui est tout près de chez eux, beaucoup plus près que l'Amérique. Bon, donc ça c'est clair que ça fait partie. C'est sûr que si ce n'était pas pour le chavisme, et d'ailleurs Chavez a arrêté la vente de PDVSA. Si Chavez n'était pas arrivé au pouvoir, 6 mois plus tard, PDVSA était privatisé. C'était dans les cartons du gouvernement alternatif. Et actuellement, c'est sûr que si jamais le chavisme perd, ou en tout cas le gouvernement de gauche perd le pouvoir, il ne faudra pas 2 ans pour que l'entreprise pétrolière vénézuélienne soit privatisée, répartie, etc. Ça, on le sait bien. Moi, je crois qu'il y a une grande lutte de nous, des Africains, au niveau de l'information. Je ne sais pas si tout le monde sait ici que, par exemple, l'histoire où on a dit beaucoup que le camion d'aide humanitaire qui rentrait au Venezuela pour aider les Vénézuéliens a été brûlé par le gouvernement de Maduro, sauf que le New York Times a montré que non. En fait, c'est quelqu'un de l'opposition qui avait jeté une bombe Molotov qui s'est divisée en 2 et qui a brûlé le camion. Mais les nouvelles sont sorties comme ça et après ça sort en tout petit. C'est pas la vérité. Et c'est le New York Times qui le dit, c'est pas non plus n'importe qui. Donc voilà, il faut vraiment être attentif à toutes ces corrections de nouvelles. C'est la même chose au niveau du sabotage pétrolier. On a dit oui, mais c'est... Non, il y a probablement Forbes, qui n'est même pas non plus de gauche, etc. Très probablement c'est un sabotage vu... Et la même chose au niveau de l'attentat qui a eu lieu contre Maduro il y a quelques mois. On a dit oui, mais non, c'était pas un attentat, c'était un drone, etc. Non, maintenant, CNN a montré qu'effectivement, ce sont des gens qui ont fait ça, qui se sont formés durant des mois en Colombie pour essayer de faire un attentat contre Maduro qui a eu lieu. Donc, au niveau des nouvelles, bon, j'ai plein d'exemples. Je vais quand même en donner encore un. Et ça, il est vécu personnellement d'un ami colombien dont le frère vit au Venezuela et il a vu un type qui allait manger dans une benne de poubelle, quoi. Il a dit non, mais on est mal, mais pas à ce point-là, parce qu'au Venezuela, on mange quand même, etc. Et c'est pas la catastrophe totale non plus. Donc il est allé le voir, il a dit non, mais attends, viens, on peut t'aider, prends une soupe, etc. Et non, mais ne l'approchez pas, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était filmé et qu'ils mettent de la bouffe dans les bennes. Et donc le mec il bouffait, mais c'est de la bonne bouffe, et simplement qu'on avait mis dans la benne pour pouvoir prendre ces images, etc. Donc il y a aussi, et ça c'est vraiment un témoignage immédiat, je peux vous dire le nom de la personne qui peut le dire, et qui l'a vu, etc., et qui n'a aucun intérêt. Donc il y a tous ces décodages au niveau des médias qui sont à faire. Alors moi je suis complètement d'accord avec ça, je crois que c'est compliqué de céder, si c'est un dialogue pour céder et pour aller moins vers un projet de changement et plus social, etc., ça ne va pas le faire, parce que maintenant, il faut avancer dans ce projet et gagner vraiment les couches populaires, etc., et qu'elles voient la différence, etc. Par contre, il faut un dialogue aussi avec les gens qui ont pu être critiques sur les questions de la corruption, sur la question du modèle, sur la question de la taxe extérieure, sur la question d'être plus minier, plus pétrolier ou plus diversifié. Il y a quand même tous les secteurs, etc., avec lesquels il y a un dialogue important qui est à mener. Et puis alors, ce que je voudrais dire aussi, malgré tout, on va voir, parce que c'est vrai que ça fait très peur, tous ces ennemis du Venezuela, c'est énorme, c'est mondial, mais il y a une capacité de résistance qui a toujours étonné. D'abord, on a été étonné en 2002 quand, après un coup d'État qui a eu lieu, ils sont parvenus à faire revenir le président, c'était quand même assez incroyable, et c'était des mobilisations de millions de personnes avec des motos, on appelait ça les motorizados, les gens avec leur constitution
je ne sais pas si vous avez vu un film magnifique qui s'appelle la Révolution ne sera pas télévisée, où vous voyez vraiment où les gens qui avaient déjà fait le coup d'État commencent à le perdre, etc. Et c'est le peuple qui revient, etc. Donc il y a une capacité de résistance, mais qui est ancrée quand même dans les quartiers populaires, des quartiers populaires qui n'existaient pas à la vision des Vénézuéliens riches. Pour eux, ces pauvres, c'était derrière la colline, ça n'existait pas, c'était seulement des muchachas de servicio pour faire le ménage, etc. Mais c'est des gens inexistants. Et quand même, le chavisme a donné à ces gens une existence politique, une constitution, une conscience qu'ils ont des droits et une conscience qu'ils sont dans un pays qui a un potentiel économique très important, etc. Et ça, c'est difficilement réversible aussi. Donc il y a aussi toute une possibilité de résistance dans laquelle on peut croire. Et aussi au niveau des alliances internationales, tout n'est pas quand même cuit pour les États-Unis. Bon, ils ont raté, par exemple, leur tentative de rentrer avec les humanitaires et puis militaires. C'est déjà raté, il avait voulu faire ça le 23. C'est chaque fois maintenant, les Vénézuéliens en rigolent, quoi. Le 23 janvier, le 23 février, le 23 mars, on va voir ce qu'ils inventent, mais voilà. Et donc, ils n'y arrivent pas jusque maintenant. Et aussi, au niveau international, le Venezuela peut aussi avoir des alliances. La Russie, c'est pas n'importe quoi. L'Union européenne commence à se rendre compte que c'est d'abord, à part que c'est complètement anti-éthique et tout ça, de laisser se faire envahir le Venezuela, c'est stupide de donner aussi le Venezuela aux Américains comme ça. Donc Mogherini s'est dit, finalement, c'est pas idéal comme plan. Hein, je sais pas, ils ont voté ça comme ça. Voilà. Même d'un point de vue strictement capitaliste de répartition, c'est d'ailleurs idiot, mais bon, voilà, nous on n'est pas sur ce plan-là. Et donc je crois qu'au niveau de la résistance, on aura encore des surprises et c'est pas cuit pour les États-Unis tout de suite non plus, malgré l'énormité de l'agression qu'ils sont en train de mener, avec la complicité de l'Union européenne et puis de la Belgique, etc. Il faut dire que la Belgique n'a pas, contrairement, c'est le second mensonge que M. Gadisseux avait dit à la RTBF le matin, il a dit que la Belgique avait reconnu Guaido. En fait, la Belgique ne l'a pas fait, parce que, alors à ce moment-là, d'abord, l'ambassadeur de l'Union européenne sauterait, parce que l'ambassadeur de l'Union européenne est reconnu par la Belgique. Hein, donc, en Colombie, au Venezuela, l'ambassadeur de l'Union européenne devrait tout de suite plier bagages, etc. Il y a plein de conséquences. En fait, on est dans une situation absolument absurde au niveau international d'un gouvernement qui ne contrôle rien du pays et qui est reconnu par une série de pays au niveau international. D'ailleurs, Guaido étant reconnu, il aurait dû convoquer les élections dans les 30 jours. C'est pas que le président meurt, par exemple, et l'autre devient président. Non, il devient président pendant 30 jours pour convoquer les élections. Maintenant, il y a déjà 30 jours qui sont passés. Donc. Et alors, Elliot Abrams, qui est quand même, qui est maintenant le chargé des États-Unis pour le Venezuela, c'est un type qui était dans le Contra-Gay, dans l'Iran-Gay, donc vraiment une crapule des États-Unis. Et c'est lui qui est chargé par le gouvernement américain de mener le combat contre le gouvernement du Venezuela. Face au type du Congrès, il est en difficulté parce qu'ils disent, bon, c'est quoi? Alors, il y a les 30 jours sont passés, oui, mais l'Assemblée nationale a voté une loi selon laquelle le règne de M. Guaido commencerait quand Maduro n'est plus là. Ah ben alors il n'est pas encore président. Pourquoi vous le reconnaissez pas? On est dans plein de difficultés. En Espagne, au début, ils ont parlé de le président Guaido en transition, l'autoproclamé Guaido. Enfin, ils sont en recul quand même. Hein. Donc ils sont en sérieuse difficulté parce qu'il y a une espèce de fièvre comme ça qui les a pris. Et qui ne correspond pas du tout à la réalité des relations internationales aussi. Donc, voilà, merci. En parlant de résistance, tu parlais de la résistance en 2002 du peuple face au coup d'État avec Chavez. Et là, la frontière avec la Colombie, quand ils ont essayé de passer les camions, moi j'ai des amis qui étaient à la frontière et qui ont résisté à la frontière et qui ont vraiment résisté, enfin qui ont vraiment tenu les bases, qui ont vraiment tenu la frontière pour pas que les choses se passent, enfin pour pas qu'il y ait de problème. Et ça s'est pas fait facilement non plus. Et il y a eu un mouvement vers la frontière pour la tenir. Le peuple vénézuélien, il va pas se laisser envahir les yeux fermés en disant bon bah alors on va voir ce que ça va donner si on se laisse envahir et si on se laisse occuper et si non, c'est certain que non, il y a une fierté, il y a une conscience politique qui ne le permettra pas. Je dis pas que ça va réussir, j'espère, j'y crois vraiment très fort, mais
Mais comme tu dis, c'est pas si facile. Et je pense que l'idée, c'était les camions vont passer, on va envahir et ça va être vite fini. L'armée va se retourner et ça sera fini. Et ça, c'était leur plan, mais c'était pas compté sur la clarté politique de 20 ans de révolution aussi. Et de conscience politique de toute la... Enfin, c'est énorme le discours et la clarté politique des gens que tu rencontres dans la rue, que tu rencontres dans le bus, que tu rencontres à la campagne, que tu rencontres partout. Elle est hyper touchante par rapport à ce qu'on peut discuter ici dans le bus, par exemple. Chaque fois qu'on parle de l'autre président, maintenant c'est Guaiabio, le président investit, même à la RTBF. RTL, le flamand, je n'écoute pas. Mais au moins ça, quoi. Est-ce qu'il s'est présenté aux élections, etc. On ne sait rien. On sait qu'il a été investi et un mauvais ne le laisse pas entrer dans son pays. C'est juste un conseil, vous devez... Parce que les gens qui écoutent... Moi, quand je connais bien le Venezuela, quand je vois comment le Venezuela est traité, je me pose beaucoup de questions sur ce qui se passe dans le monde quand j'écoute la RTBF, parce que je dis juste, ok, je ne peux pas tout savoir aussi bien que ce qui se passe au Venezuela, j'ai pas des amis partout, etc. Mais alors par contre, le traitement, la RTBF... Est-ce qu'il s'est présenté aux élections? Est-ce qu'il a gagné? Combien de voix il a eu? Comment ça? C'est tout. Non, c'est monsieur est un député. Il est président de l'Assemblée nationale, mais personne ne l'a élu comme président. Et d'ailleurs, aux États-Unis, dites ça et aux journalistes belges. Ils ont dit aux journalistes de ne pas laisser de l'appeler président en charge, parce que les gens ont vu tout ça qui se passe, commençaient à dire autoproclamé souvent. Et ça a attiré l'attention. L'investiture du président. Bien, c'est un député. Ça, c'est à RTBF. D'après ce que j'ai lu, il a été élu en 2015 en tant que député avec 97 000 voix, alors que Maduro a été élu en mai 2018 avec 9 millions de voix. Ça fait une petite différence. Et qu'il a été président de l'Assemblée parce qu'il y a un roulement annuel. Et que donc chaque année on change de président de l'Assemblée. Et lui, il a été président de l'Assemblée et il s'est incrusté. Et il reste président de l'Assemblée tout en se déclarant président du pays. Ce qui est enfin une accumulation d'aberrations. Quels sont les alliés potentiels actuellement? Deuxièmement, Genève, vous avez dit Genève, qui à Genève est contre l'établissement de ce tribunal? Et tertio, maintenant l'attitude, l'armée, en quelle mesure peux-tu compter sur l'armée? Donc au niveau des alliances, c'est très compliqué. Cuba quand même. Cuba, bien entendu, sur la scène géopolitique, le Nicaragua, qui est en tout cas dans ses propres difficultés, etc. Et puis, en Amérique du Sud, un petit peu l'Uruguay et le Mexique qui essayent de calmer le jeu, qui ont une certaine critique sur certaines, mais qui en général, en tout cas, sont contre l'ingérence et qui ont joué un rôle très important pour un peu freiner le truc, sur lesquels c'est un peu appuyé Mogherini, parce que dans l'Union européenne aussi, c'est pas monolithique, et je crois que la responsable de la politique internationale se rend compte aussi qu'on est en train de dans la folie, et que l'enthousiasme, tout ça, des députés pour voter, etc. C'est pas la réalité de la politique internationale aussi, comme elle doit la gérer. Je ne crois pas que l'Union européenne soit un allié du Venezuela, loin de là. J'ai toujours été dans le sillage de Washington, malheureusement. C'est vraiment dommage. Sous Chavez, en tout cas au début, c'était même une voix différente de la Colombie, etc., qui aurait pu correspondre en tout cas au texte de l'Union européenne, mais pas dans sa pratique. Et au contraire, l'Union européenne a considéré toujours maintenant que, par exemple, la Colombie est un pays fascisant, quoi. Moi, une chose que je pensais faire aujourd'hui, c'est que je n'ai pas pu faire, c'est la comparaison entre la Colombie, le bon pays, et le Venezuela, le mauvais pays. Et voir, en Colombie, il y a 80 000 disparitions forcées. En Argentine, c'est 30 à 40 000, je crois. 30 000.
Colombie, c'est 80 000 personnes tout court. Actuellement, depuis 3 mois, 120 leaders de mouvements sociaux et défenseurs des droits de l'homme assassinés en 3 mois. Mais c'est des gens qui ne sont pas très connus, et donc c'est un truc systématique de tout ça. C'est ça le modèle, et c'est ça que l'Union européenne considère comme son allié dans la région, quoi. Il faut bien se rendre compte de ça. Voilà, et on fait avec la Colombie un accord de libre-échange, on ferme les yeux sur les violations des droits de l'homme, et on permet à nos entreprises d'acheter des terres, d'exploiter des mines à ciel ouvert, avec, notamment dans la Guajira, une zone frontalière avec le Venezuela, l'exploitation des mines à ciel ouvert, et en coupant les rivières, font qu'il y a 10 000 enfants en dénutrition qui sont tous les jours, et des morts d'enfants, etc. Bon, donc au niveau des alliés, je crois quand même que malgré tout que la Russie et la Chine veulent quand même contrer le jeu des États-Unis au Venezuela. On va voir jusqu'où ils vont la jouer. La Russie en Syrie, c'était pour aussi garder sa base militaire, etc. Oui, bon, le Venezuela est plus loin et plus dans la zone américaine, etc. Mais quand même, la Russie a été très échaudée par le cas de la Libye, où elle a considéré qu'elle était complètement trompée. On a dit qu'on allait faire Benghazi, etc. Et puis finalement, c'était pour faire tomber le régime et tout ça. Donc, je crois qu'il y a des alliés là. Et après, il n'y a plus grand monde. Il y a des alliés aussi qui sont quand même très compliqués, comme par exemple Erdogan. Ça fait mal quand même, etc. Mais là, c'est la réalité de la géopolitique. C'est difficile à juger. Quand toutes les portes sont fermées, ils essayent de frapper toutes les portes possibles et tout ça. La seconde question, c'est la question du tribunal. Donc sur le tribunal, c'est une initiative, comme je vous disais, qui venait du gouvernement de Correa, qui n'est plus vraiment portée par l'Équateur, sauf formellement. Des pays d'Afrique la poussent, avec l'Afrique du Sud en premier lieu, etc., mais aussi d'autres pays africains. Avant, il y avait aussi le Brésil, etc. C'est pas le cas. On va voir le Mexique maintenant avec le nouveau gouvernement s'il va l'appuyer, on l'espère. Et contre, il y a les Américains qui ne participent même pas parce qu'ils sabotent de toute façon. Voilà. Et il y a l'Union européenne qui essaie de participer tout le temps, mais pour saboter de l'intérieur. Donc c'est un peu les deux alliés. Oui, pardon. Vous aviez dit Genève, qui Genève? Oui, à Genève, parce que bon, ça se passe, pardon, oui, au Conseil des droits de l'homme de Genève, c'est l'entité de l'ONU qui a décidé que ce traité se ferait. Donc un traité obligatoire, c'est-à-dire binding, contraignant, un traité contraignant. Donc pas, on n'est plus dans ce que l'Union européenne veut faire, c'est-à-dire que les entrepreneurs s'autorégulent, fassent eux-mêmes les règles qu'ils veulent bien respecter et contrôlent eux-mêmes les règles après. Donc ici, on dit non, c'est un traité dans lequel ce sera le droit international, ce sont les États et les multinationales vont se soumettre. Et donc, on est dans un processus comme ça. Et ça se passe à Genève, parce que c'est là que se rassemble ce Conseil des droits de l'homme, dans lequel l'Union européenne a été en minorité, et puisqu'il y a un groupe de travail qui a été formé pour faire ce traité, qui est chargé d'exister jusqu'à ce que le traité soit écrit. Voilà. Donc c'est sans fin, quoi. Et l'Union européenne essaye de saboter cette décision qui a été prise, et de revenir dessus à chaque session. C'est toujours en octobre et en mars à New York et en octobre à Genève. Des centaines d'ONG, etc., vont là, et de mouvements, et via Campesina, etc., pour justement, au contraire, pousser les États à continuer à adopter ce traité. Donc voilà au niveau du traité. Et puis la question de l'armée, bon, ce que Chavez avait beaucoup fait, c'est parce qu'il était lui-même militaire un peu par accident, il est devenu militaire parce qu'il aimait bien le baseball, il avait une équipe dans laquelle il y a un super joueur, c'est comme ça qu'il est devenu militaire. En fait, il est très, très politique pour un militaire, c'est pas seulement moi qui le dis, mais j'étais là avec une délégation du Parlement européen, les gens de la droite, on a eu un dialogue pendant 2 heures avec Chavez, qui n'avait pas de conseiller, etc. Et à la fin, les gens de droite du PP sont sortis sonnés, hein, parce que Chavez est très fort. Et oui, pour un militaire, il est quand même très politique. Et après, ils ont tous voulu prendre la photo avec Chavez, etc. Et donc, il était très très fort dans ce côté. Et donc, lui a quand même aussi beaucoup travaillé au niveau de l'armée pour faire d'abord, il a beaucoup consolidé l'armée. Donc maintenant,
le Venezuela a une armée quand même très puissante, incomparable par rapport au Brésil. Hein. L'armée vénézuélienne est beaucoup plus puissante que l'armée du Brésil, par exemple. C'est pour ça que les Brésiliens, à part qu'ils sont nationalistes, ne sont pas trop pour intervenir, parce qu'au niveau militaire, ils sont complètement nuls, les Brésiliens. Et donc, le Venezuela, c'est pas si fort, c'est pas comme ça, quoi. Ils sont vraiment entraînés, donc l'armée a été potentialisée, etc. Il y a eu donc aussi, il propose une alliance civico-militaire, et il a aussi beaucoup changé des gens dans l'armée, hein, comme Evo Morales. Hein. Evo Morales, il est arrivé, il a changé 50 généraux, il a fallu avoir un coup d'État le jour de l'arrivée, mais ça n'a pas réussi, etc. Donc Chavez a aussi beaucoup changé l'armée pour une armée plus bolivarienne, quoi. Il faut dire que l'armée vénézuélienne, aussi d'un point de vue sociologique, est totalement différente de l'armée colombienne, qui est très aristocrate. Au Venezuela, la bourgeoisie n'envoie pas ses enfants être militaires et tout ça. En Colombie, oui. Il y a le cousin médecin, il y a le cousin je sais pas quoi, il y a le cousin militaire, juriste et curé, enfin voilà, etc. Il y a aussi le militaire, quoi. Mais au Venezuela, c'est pas comme ça, quoi. L'armée, bon, c'est pour les pauvres, etc. Et donc ça aussi aide. Et puis, il y a aussi l'autre côté plus prosaïque, c'est que l'armée a quand même d'énormes avantages économiques aussi, est mêlée dans les questions des mines, est mêlée dans la distribution des claps, etc., de gros intérêts économiques. Et ça, c'est beaucoup plus prosaïque et moins sympathique. Voilà. Et donc, ça garantit aussi que l'armée est plus fidèle. Et à part ça, je voulais dire, c'est que Maduro, moi, j'aimerais pas être à sa place de devoir remplacer Chavez. C'est quand même une tâche très, très, très compliquée dans un moment très compliqué aussi. Mais par contre, là, il est quand même apparemment, il est beaucoup plus consciencieux, par exemple, que l'a été Allende, qui a été très naïf, quoi, hein, en mettant Pinochet comme son homme de confiance. Et Maduro, il passe une semaine pour savoir comment faire des équilibres dans l'armée, etc., pour être sûr que si un se rebelle contre lui, il y en a deux qui leur tombent dessus. C'est-à-dire qu'il a très bien calculé la distribution pour que les militaires Après, les militaires, ils vont aussi voir les rapports de force, quoi. Les militaires sont assez lâches en général, et donc ils voient que si vraiment le peuple et ça va pas tenir, alors ils lâchent, quoi. Mais s'ils lâchent pas, c'est aussi qu'ils sentent qu'il y a une bonne résistance dans la population. Toute une précision, Chavez l'avait donné comme son dauphin. Oui. Et pour continuer à répondre à la question de monsieur sur les forces armées, Guaido n'aurait pas essayé ce coup s'il n'aurait pas su qu'il avait derrière les États-Unis. Mais ce qu'il croyait, parce que quand il se lance, il est auto-juramenté dans une place publique, les États-Unis le reconnaissent immédiatement. Et après, il a sorti dans plusieurs médias aux États-Unis qu'il avait eu une tournée pour préparer tout ça. Et Guaido, depuis le début, il essayait d'offrir aux militaires des soi-disant garanties pour qu'ils passent à son côté. Il y a eu, mais le 23 janvier, c'est un échec parce qu'il croyait que ça allait arriver tout de suite, ça n'a pas arrivé. Et le 23 février, c'était un autre échec parce qu'il croyait qu'il allait arriver à mettre coûte que coûte la soi-disant aide. Ils ne sont pas arrivés non plus. Mais le plus important, c'est savoir qu'il a eu des défections des forces armées vénézuéliennes et que le général en chef, il dit qu'il peut être un numéro au-delà d'une centaine, mais il faut savoir qu'il a environ 35 000 membres des forces armées vénézuéliennes et que jusqu'à là, pour des choses qui évoquaient polémiques comme des pouvoirs qu'on a donnés, n'étant pas Maduro en militaire, il a donné beaucoup de pouvoirs aux militaires, etc., par une position qu'ils sont une position clé dans les importations, dans une entreprise qui s'appelle Caminpec pour l'exploitation minière aussi, et les militaires sont du côté de Maduro. Et ils ont un discours très clair de fidélité. Jusqu'à ce que ça continue comme ça, difficilement, sans une intervention étrangère, il pourra avoir du succès et découvrir. Moi, je peux aussi de nouveau vous reparler de cette union civico-militaire dont on parlait. Le peuple aussi s'en revendique beaucoup de cette union-là.
au point même où énormément de gens de la société civile rentrent dans ce qu'on appelle les milicias, les milices, et s'entraînent militairement, alors pas de manière ultra professionnelle comme les militaires, mais quand même de manière sérieuse, surtout dernièrement. Parce que justement, je crois que c'est Chavez qui disait pour vivre en paix, vivons armés. Il l'a dit plein de fois et le peuple il en est très conscient aussi. Et donc, au-delà des militaires et de cette union qui existe, et ce lien qui existe avec les militaires et surtout les militaires des bases, qui ont été aussi clés pendant le coup d'État à Chavez en 2002, avec des dirigeants qui avaient trahi, mais avec des militaires, des fantassins, je sais pas comment on appelle, les militaires en bas, qui étaient très chavistes et qui ont soutenu le soulèvement populaire massif. Ce lien, il est encore très fort, en tout cas dans le cœur du peuple vénézuélien civil, malgré aussi toute cette question qui existe et que je ne remets pas en question, mais du pouvoir des militaires en général. Et tout ça, ça va au-delà, donc juste l'armée et les généraux de l'armée. Il y a vraiment toute cette mer, effectivement, de gens qui sont très conscients. Hein. J'ai des amis, des femmes amies dans les milices. Il y en a beaucoup, des femmes dans l'armée? Énormément. Énormément. Au Venezuela, c'est très intéressant. Dans la lutte féministe. Oui, après il y a plein de choses sur la lutte féministe, mais je veux dire qu'en tout cas, les femmes dans l'armée, il y en a et elles sont très fières et elles se battent et dans les milices aussi beaucoup. Vu l'heure qu'il est, je pense qu'on va devoir s'arrêter. Je vous remercie tous les trois parce que je trouve que vos interventions étaient hyper intéressantes, bien complémentaires. Et on peut continuer à parler à